Bonjour. Après cette riche introduction historique, on va donc essayer de commencer ce colloque en parlant du silence. On va essayer d'en parler beaucoup et de comprendre, et avec de nombreuses questions, j'espère, dans la salle. Un silence assez particulier, puisque c'est un silence qui se passe dans dans les sphères de pouvoir et où la parole, au contraire, où la parole politique est très importante. Donc il y a un peu une très forte dichotomie avec des hommes politiques et un monde politique qui parle et le pouvoir du verbe. Et puis une fois qu'on a éteint et les caméras et les questions à l'Assemblée ou les conseils des ministres, cette parole disparaît. Elle est dans la sphère plus personnelle et plus intime, elle est tue. Et on va essayer de défricher, de comprendre d'ailleurs pourquoi elle est tue, peut-être plus particulièrement dans le monde politique que dans les autres formes d'organisation sociale. Pour répondre à ces questions, on a le plaisir d'avoir avec nous 5 intervenantes de choix pour parler de l'omerta. Raphaël Rémy Leleu, porte-parole de l'organisation Oser le féminisme, une organisation féministe généraliste qui a été créée en 2009. Sandrine Rousseau, qui est une femme politique, qui est ancienne porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et vous avez été présidente du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais avant que ça s'appelle les Hauts-de-France. Vice-présidente, pardon. Oui, vice-présidente. Et Camille Lenné, qui est là, pardon, excusez-moi, qui est secrétaire générale du mouvement des jeunes communistes, et Mathilde Julier-Viau, qui a été collaboratrice parlementaire de plusieurs députés de gauche et qui est maintenant chargée de la culture au sein du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, et Vanessa Jérôme, sociologue du genre, chercheuse en politique et spécialiste, on peut dire, du monde écologiste. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que chacune de nos intervenantes fasse une présentation. Je vais essayer d'être intraitable, comme Esther me le demande, enfin, pardon, comme Madame Benbassad me le demande, sur le temps. Et ensuite, on ouvrira peut-être, ça ouvrira des questionnements ou des liens entre nos intervenantes, et puis des questions dans la salle. On a choisi de commencer par Raphaël Rémy Leleu, pour pouvoir essayer de dresser un panorama assez général sur ce monde politique. Donc, Oser le féminisme, c'est une organisation généraliste qui mène des campagnes, qui a des engagements. La dernière, la campagne était sur les violences sexuelles sur les mineurs et le cyberharcèlement. Et depuis l'affaire Weinstein, on vous a vu en première ligne pour réclamer des fonds pour un grand plan sur les violences sexuelles. Et là, vous nous dresser finalement un tableau un peu général de la situation en politique. Bonjour à toutes et à tous. Un tableau un peu général de la situation et surtout se poser la question de à quoi on en est aujourd'hui, dans quel moment politique sommes-nous. Déjà, merci beaucoup, c'est important aujourd'hui, maintenant, de se retrouver toutes et tous ensemble. Bon, j'insisterai sur le « toutes » et c'est vrai que c'est un peu compliqué de penser à toujours rajouter des noms de famille parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui vont parler aujourd'hui, qui vont se parler, des femmes qui se connaissent, qui ont beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à faire ensemble, beaucoup d'articles à écrire ensemble, beaucoup d'actions à mener. Et finalement, on pourrait être là et en discuter pendant 3 mois pour savoir quelles sont nos perspectives, nos plans d'action et comment finalement, d'ici 3 à 4 mois, on aura enfin fait tomber le sexisme en politique et ailleurs. Malgré tout, on n'a pas le temps. On est dans une situation d'urgence, comme le sont souvent les féministes et les femmes qui se battent pour leurs droits et pour le respect de leur personne. Ne serait-ce que parce qu'au tout début de l'affaire Weinstein, je ne sais pas si vous vous souvenez de vraiment ce premier moment de déclenchement, lors des premiers témoignages, des premières actrices. Il y a des médias, il y a des journalistes, des hommes politiques, des commentateurs divers et variés qui ont essayé d'évacuer assez rapidement la question, en nous disant finalement, ça y est, sa carrière est foutue, il est fichu, il n'y a pas grand-chose à en dire, plus rien ne sera jamais comme avant pour lui. Sauf que, la même semaine, il y avait un commentaire politique de Dominique Strauss-Kahn dans le Nouvel Obs concernant la politique du gouvernement, et on avait Bertrand Cantat en une des Inrecuptibles. Donc cette méthode, finalement, de nous remettre toujours dans le silence, de nous couper la parole et de nous dire « c'est bon, vous avez gagné, il est fichu,
il n'y a plus rien à en dire, c'était une manière, encore une fois, de faire taire les femmes. Et pile à ce moment-là, on a été plusieurs à dire, attention, il ne faut pas se contenter de ça, il faut construire autre chose, parce qu'on ne peut plus tolérer que tous les ans, quasiment en fait maintenant, quasiment tous les ans, on ait une affaire avec un homme politique, avec une célébrité, qu'on dise qu'il est foutu et que l'année prochaine, on va reparler d'un autre homme politique, d'un autre agresseur, et puis on va devoir réexpliquer tout le système sans jamais rien voir changer. Et puis, il y a eu le mouvement Balance ton port, MeToo, et là, véritablement, on se retrouve au bord de la falaise, on se retrouve dans une situation où on peut faire en sorte que plus rien ne sera jamais comme avant, mais il nous reste à sauter, tout ensemble et tous ensemble, pour faire de tout cela une réalité. Pour faire de l'égalité, finalement, une réalité, pour faire en sorte que ce système de violence tombe, il faut être consciente aujourd'hui particulièrement de nos forces, du formidable écho politique que nous avons, mais aussi de nos faiblesses. Et je trouve que c'est d'autant plus important à dire au Sénat, qui est quand même une chambre régulièrement conservatrice et qui a la main sur beaucoup d'évaluations des politiques publiques. Les politiques publiques d'égalité, en général, et en particulier de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, sont les seules politiques publiques qui ne disposent ni d'une méthode, ni de moyens, ni de mesures d'évaluation. Et ça, c'est quand même une catastrophe et la preuve d'un mépris profond dans à la fois le constat des violences contre les femmes, mais aussi dans le mépris qu'il y a sur l'importance d'agir et de changer cette situation. Aujourd'hui, finalement, ce qui se passe, c'est que la mise en sûreté des femmes, la mise en sécurité des femmes, qu'il s'agisse du travail, de la vie personnelle, de la vie politique, repose sur un petit nombre d'entre nous, que ce soit des femmes politiques qui sont des alliés, des amis à qui on peut aller se confier, ou encore des associations qui sont totalement sous tension, qui sont au bord de l'implosion en permanence. Le mouvement MeToo, c'est un formidable élan de solidarité, et non pas de libération de la parole, mais finalement d'écoute de femmes qui avaient déjà parlé, combien de livres on a déjà écrit, combien, ne serait-ce que Sandrine Rousseau qui avait écrit un livre sur les femmes en politique, qui avait été préfacé par OLF il y a plusieurs années, on l'a dit tout ça, combien de femmes ont parlé, n'ont pas été crues, ont été totalement méprisées. Et aujourd'hui, cette situation qui retombe toujours sur nous, il faut en changer. Il y a un changement de braquet important à faire qui ne sera pas uniquement de dire « nous croyons les femmes, nous leur apportons notre soutien indéfectible, nous croyons celles qui ont déjà parlé ». On dit aux femmes que ça n'est jamais de leur faute si elles sont harcelées, agressées, violées. C'est fondamental. C'est la première chose à dire pour nous remettre en confiance, pour nous remettre en capacité de parler. Mais l'omerta en politique, comme ailleurs, comme partout dans la société, cette omerta, elle ne tombe pas du ciel, de la même manière que les inégalités ne tombent pas du ciel. Cette omerta est construite par un système de violence, par un système d'oppression. Le silence fait déjà partie des violences, le silence fait déjà partie de la construction de ce qu'on appelle les stratégies des agresseurs. Et donc, il est temps aujourd'hui, plus encore que de rappeler notre soutien indéfectible aux femmes, de dire qu'on ne tolérera plus les agresseurs et leur stratégie qui vise à se conforter, à se protéger, et également à éloigner les femmes du pouvoir. On a dit, dans le mouvement féministe, depuis plusieurs décennies, le privé est politique, mais il est temps de se rappeler que le politique est privé également, qu'en éloignant des femmes du pouvoir, on continue également de construire la défiance des femmes vis-à-vis du pouvoir, et on continuera de le répéter encore et toujours jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Un agresseur dans le privé, un agresseur de femmes est un agresseur des femmes, est un agresseur politique, de la même manière que tous ces gens, tous ces députés, toutes ces députées également, qui se lèvent pour réaffirmer et applaudir Gérard Darmanin en réaffirmant leur soutien inconditionnel et leur confiance sans condition. C'est une forme d'agression, c'est une forme de construction de l'impunité qui s'organise, non pas uniquement via cela, mais également via des dispositions législatives, des processus d'enfermement des femmes, que ce soit la prescription ou la diffamation. Et donc moi, je ne pourrais pas en dire plus, sous crainte d'être sous le coup de la justice, mais personne n'est irréprochable, et pas même Libération, donc à défaut d'avoir été répondu sur Twitter, je le dirai aujourd'hui. Tous ceux qui sont responsables de l'omerta en politique, c'est Baupin, c'est Bailey, c'est Marshall-Beck, c'est Prévost, c'est Hanotin, Darmanin et Hulot.
Ce qui nous fait une transition vers une femme politique, effectivement, et une des plaignantes dans l'affaire Baupin, affaire qui a été classée pour prescription et pas pour d'autres raisons, qui est un débat que vous aurez cet après-midi, d'ailleurs, les délais de prescription, la loi, est-ce qu'il fallait la changer, est-ce qu'il faut la changer. Sandrine Rousseau, vous avez quitté le Parti écologiste, d'ailleurs, cet automne, et pour fonder une association qui s'appelle très justement Parler, pour que ces femmes qui sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle puissent parler et être entendues. C'est aussi le titre de votre livre que vous avez sous-titré « Pour en finir avec le silence sur les violences sexuelles ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est constitué ce silence, celui auquel vous avez pu vous confronter vous-même, et comment vous l'expliquez? Merci. Alors, je n'ai pas quitté le Parti Europe Écologie Les Verts. Je suis juste militante de base. Voilà, mais par contre, je n'exerce plus de militantisme actif. Je reste écologiste, mais je suis plus à la direction. Alors, la question que je me suis posée dans tout ce qui nous est arrivé, parce qu'il y a Hélène de Bost qui est dans la salle, et je voudrais rappeler que dans l'affaire Baupin, il y a aussi il y a 15 femmes en tout, et il y a Isabelle Attard et Annie Lameur qui ont parlé aussi à visage découvert. Et ce qui m'a frappée, c'est... la question qui nous a très souvent été renvoyée, c'est est-ce qu'il y a une spécificité en politique finalement? Derrière ça, il y avait aussi la question de savoir est-ce que votre histoire, elle est unique? Et puis bon, voilà, c'est une forme de scoop, mais est-ce qu'elle est unique ou est-ce que c'est un phénomène de société? Et moi, je pense qu'il y a à la fois des spécificités au monde politique, mais il y a quand même un problème de société, et non pas un phénomène, mais un problème de société, qui est une omerta très forte, et en France en particulier, sur la question des violences sexuelles. J'ai la sueur a coulé dans mon dos quand j'ai entendu les premières interventions, parce que c'est d'une violence inouïe d'entendre ça. Quand en plus on a été femme politique, je ne connaissais pas, donc je vais lire votre livre avec vraiment beaucoup d'attention, et merci à vous de l'avoir écrit. Et j'ai repensé à une interview que des journalistes de CNN m'avaient demandé, et qui commençait comme ça, qui dit « mais on ne comprend pas pourquoi en France ça ne bouge pas ». Et je pense qu'il y a quand même une petite histoire en fait sur le fait que ça ne bouge pas, et ça date de loin cette histoire, et peut-être que ça vaudrait le coup quand même qu'on analyse un peu les choses. Alors, le monde politique, c'est un monde qui est... déjà un monde extrêmement masculin, enfin ça a été rappelé tout à l'heure, mais la parité n'a pas amélioré les choses et a fait venir des femmes en politique évidemment, mais ça n'a pas complètement révolutionné l'exercice du pouvoir politique, qui reste un exercice extrêmement masculin et avec des codes qui sont eux aussi extrêmement masculins. Je prendrai deux exemples en plus de ceux qui ont été donnés tout à l'heure. C'est que, par exemple, en France, l'exercice politique se fait beaucoup par l'aspect tribunicien, et vous voyez que énormément de nos leaders politiques sont d'excellents tribuns, et ça, cet exercice qui est un exercice un peu spécifique à la France, parce que la politique, par exemple, en Grande-Bretagne, en Suède, en Norvège, enfin dans toute l'Europe du Nord, mais même en Espagne, ne revêt pas du tout ce caractère tribunicien où il faut faire des effets de manche comme ça dans une tribune, pas du tout. Et ça, évidemment que c'est une manière d'exercer la politique qui est beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes, puisque les femmes n'ont que très peu l'habitude de parler en public à une tribune, qu'en général, elles ont aussi un problème d'aisance physique, d'occuper une place, d'avoir des habits qui correspondent, par exemple, juste ça. Enfin voilà, quand vous avez un t-shirt court, faire ça, c'est pas facile, parce que ça veut dire qu'on voit votre ventre. Enfin, et donc, et après, il faut aussi avoir une voix, et cette voix, c'est forcément une voix qui porte, une voix qui emmène tout le monde. Et ça, évidemment que les voix féminines ont beaucoup plus de difficultés à emmener un auditoire comme ça que les voix masculines. Donc cet aspect tribunicien, c'est évidemment un exercice très masculin. Un deuxième exemple que je donnerai en complément, c'est le toucher et le rôle du toucher en politique. Alors moi, j'ai été absolument ébahie quand je suis arrivée en politique, parce que je suis arrivée en 2009, je crois, en politique. Et j'ai été absolument... très étonnée du fait que quand on se dit bonjour en politique, on se touche, on s'embrasse, on se prend dans les bras, et tout ça,
ce sont des codes qui sont... En fait, dans un monde masculin, c'est une équipe de foot. C'est-à-dire qu'on se prend dans les bras, on se touche comme ça, voilà. Il y a une espèce de camaraderie qui se fait de ce point de vue-là. Regardez Nicolas Sarkozy, il peut pas dire bonjour. Il dit bonjour en enlaçant complètement les personnes qui saluent. Et ça, c'est des codes qui vont bien dans un monde très masculin. C'est des codes qui sont beaucoup plus compliqués dans un monde qui se féminise, parce que on touche pas les femmes de la même manière qu'on touche des copains de promo. Et donc, ça aussi, ça fait partie de la difficulté qu'on a quand on est femme en politique, c'est qu'il y a plein de petites situations où on ne sait pas en fait comment se comporter et où les gens en face de nous ne savent pas comment se comporter. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, par exemple, si on doit serrer la main ou faire la bise. Donc il y a toujours un petit moment comme ça. Et ces petits moments, loin d'être des anecdotes, en fait, sont des moments qui mettent de la distance et qui mettent une forme d'écart entre l'exercice du pouvoir des hommes et l'exercice du pouvoir des femmes. Il y a par exemple Hillary Clinton qui a donné un jour un conseil à une femme journaliste qui lui disait « Mais si vous deviez parler à une femme qui entre en politique, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ?» Et Hillary Clinton répond surtout dites-lui de ne jamais porter de sac à main, parce que quand on porte un sac à main, on ne peut pas faire la bise correctement, on ne peut pas se pencher vers quelqu'un, on ne peut pas... Et tout ça, en fait, donne un message corporel qui ne correspond pas au code politique actuel. Deuxième chose... Alors, après, le monde politique a aussi des spécificités. Une autre spécificité, c'est que c'est un monde de séduction. C'est-à-dire qu'il faut séduire, il faut séduire les lecteurs, il faut séduire... voilà, c'est un monde de séduction. Et ça, évidemment on a du coup des gens qui sont attirés par cet exercice, qui aiment être dans la séduction. Troisième spécificité, c'est un monde, et ça je pense qu'il faut qu'on le dise et que ce soit, c'est un monde de pouvoir. C'est un monde de pouvoir. Et ce pouvoir, il s'exerce sans règles en réalité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que quelles sont les règles dans un parti politique? Vous n'en avez pas, en fait. Vous avez des règles sur l'utilisation de l'argent, parce que ça, on a fait beaucoup de progrès, et il a fallu beaucoup de scandales pour qu'on fasse des progrès sur l'utilisation de l'argent dans les partis politiques. Donc, l'utilisation de l'argent est à peu près normée, et on sait ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Mais quand vous êtes victime dans un parti politique, vous n'avez aucun moyen, vous n'avez pas de hiérarchie, vous n'avez pas de syndicat, vous n'avez pas de CHSCT, vous n'avez pas de règlement intérieur qui dise quoi faire, vous ne savez pas en fait quoi faire. Rien ne permet d'avoir une procédure pour dénoncer ce qui s'est passé. Et par ailleurs, ce monde de pouvoir, c'est aussi un monde où la seule légitimité que l'on gagne, c'est lorsque l'on gagne des élections ou lorsque l'on fait de bons scores. Et faire de bons scores ou gagner des élections en France, et particulièrement en France, ça veut dire avoir des fiefs, et donc être un peu le châtelain d'un fief, c'est-à-dire posséder un fief politique. Et les scrutins français, qui sont beaucoup des scrutins uninominaux et pas des scrutins de liste, favorisent le fait qu'il y ait des hommes qui s'installent sur des fiefs et qui donc ont tout pouvoir sur ces fiefs. Et ça devient des hommes qui sont intouchables après ça, parce que si on retire cet homme-là, en fait, on ne sait pas mettre quelqu'un, on n'est pas en mesure de mettre quelqu'un qui puisse gagner l'élection, puisque le seul qui puisse gagner l'élection, c'est celui qui détient le fief. Et ces hommes-là, non seulement ils sont maîtres en leur domaine, sur leur territoire, mais en plus ils deviennent inattaquables à l'intérieur d'un parti politique, puisque ça devient des hommes de poids au sein du parti politique. Et en général, ce sont ceux-là qui ont des attitudes d'agresseurs sexuels, de harceleurs ou de violence, enfin de viol. Et donc, ces hommes... en fait, quand vous êtes face à quelqu'un qui a un pouvoir à l'intérieur du parti politique et qui a gagné ce pouvoir grâce à des élections, grâce à un réseau, grâce à un fief, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'inattaquable. C'est-à-dire que vous n'avez aucun moyen, parce qu'il n'y a pas de règlement intérieur, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, parce qu'il n'y a pas d'instance, vous n'avez aucun moyen de faire en sorte
que justice soit rendue, c'est-à-dire qu'on puisse dénoncer les comportements déviants de cette personne. Et je pense que ça, c'est quand même très spécifique à certains milieux, et donc au milieu de la politique, mais aussi au milieu du spectacle. Et c'est pas pour rien que Weinstein est sorti, parce que c'est aussi un monde où, quelque part, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. En fait, il y a juste un fief et une situation de pouvoir que l'on se crée. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai été aussi très étonnée du fait que quand on essaye de parler, quand on a été victime au sein d'un parti politique, donc quand on essaye de surmonter tout ça, c'est-à-dire de se dire, bon ben voilà, malgré le poids, malgré machin, il faut quand même y arriver, en fait, vous vous confrontez à un nouveau problème, qui est que quand vous parlez à une personne, même s'il est dans la direction du parti, ou si elle est dans la direction du parti, quand vous parlez à une personne, vous parlez forcément soit à quelqu'un qui s'est opposé à lui dans le passé, par des motions, par des... donc vous vous adressez soit à un opposant politique de la personne que vous dénoncez, soit à quelqu'un qui est dans la même motion et qui donc est un allié politique de cette personne. Et que vous vous adressiez à un opposant politique ou à un allié, les deux peuvent être instrumentalisés et donc votre parole n'a pas le poids d'une parole que dans une entreprise, ailleurs. Et ça, c'est pour ça que moi j'invite vraiment les partis politiques à mettre en place des règles, et des règles qui soient très claires en matière de violence sexuelle, inscrites dans un règlement intérieur et avec des référents, et c'est ce qu'on a fait à Europe Écologie Les Verts avec Charlotte Soulary qui est présente, avec des référents et des référentes de violences sexuelles qui sont en dehors de la hiérarchie et même en dehors des jeux de motion, de pouvoir, etc. à l'intérieur du parti. Parce que ce par quoi j'aimerais conclure, c'est que je pense que c'est vraiment un enjeu de société, évidemment pour que les femmes aient toute leur place en politique, parce que ce qu'on a découvert dans l'affaire Beaupin, c'est qu'il y avait des femmes qui du coup avaient arrêté la politique, qui étaient parties du parti, et moi je n'arrive pas à pardonner ça en quelque sorte, parce que je pense que ces femmes avaient quelque chose à dire et avaient quelque chose à faire en politique qui aurait renouvelé la politique. Et donc évidemment il faut qu'il y ait des femmes en politique, et pour qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des mesures de lutte contre les violences, c'est indispensable, mais je pense aussi que c'est une forme de crédibilité de la classe politique et des élus. À un moment où on cherche de la crédibilité dans les partis politiques, je pense vraiment qu'il y a un besoin absolu à ce que ces violences-là soient réglées, de sorte qu'on ne soit pas dans ce qui se passe actuellement dans l'affaire Hulot, c'est-à-dire la main sur le cœur, mes enfants ont pleuré, machin, et l'autre qui dit, mais moi, depuis 10 ans, je suis en dépression, etc. Que ce soit réglé, que ce soit sereinement, paisiblement, je dirais, enfin, autant que ça soit, mais voilà, qu'il y ait des règles qui disent, mais voilà, toutes les règles ont été appliquées ou elles n'ont pas été appliquées. Parce que sinon, on est dans du purement émotionnel, on est dans du parole contre parole, et on sait que quand on dit parole contre parole, en fait, on dit que la parole des femmes compte moins que la parole des hommes. Merci, Sandrine. C'est au tour de Camille Lenné, de s'exprimer. Camille, vous dirigez... Camille Lenné, vous dirigez un mouvement de jeunesse, le mouvement des jeunes communistes, et on s'est demandé aussi si les organisations de jeunesse, on le sait par des enquêtes de presse, sont aussi questionnées sur ces sujets. Est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est à la base et dans les organisations de jeunesse qu'il faut que cette parole dès la jeunesse se libère? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place justement pour lutter contre ce silence? Et puis, est-ce qu'il y a une différence en fait qui se fait? Est-ce que vous voyez, vous, une nouvelle génération qui peut arriver au pouvoir et qui se comporte différemment? Alors, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation et pour l'organisation de ce colloque. Je pense que c'est plus que nécessaire. Alors effectivement, moi je suis secrétaire générale depuis 2016 du coup du mouvement Jeunes communistes de France. Alors bon, déjà pour commencer, on a une orga qui a 98 ans et je suis la deuxième femme dirigeante, hein, donc on peut se dire peut-être qu'il y a du progrès, mais en fait on n'est peut-être pas encore quoi. Et y compris on a maintenant la parité dans nos instances nationales, donc c'est quand même un progrès, hein, parce que moi j'ai adhéré il y a 10 ans et en fait quand on poussait ce débat sur la parité, c'était quand même assez surréaliste
reste ce qui pouvait sortir des débats, quoi. Maintenant, c'est quand même acquis, en tout cas, comme une volonté, quoi. Mais par contre, ce n'est pas encore le cas dans les instances locales. Et là, c'est plutôt un petit combat aussi, quoi, quand même, quoi. Même à la JC, alors que quand même, je veux dire, c'est une organisation que, évidemment, je pense, est importante en France, y compris, c'est une organisation qui fait du travail et qui est présente dans les luttes sociales et tout ça, mais on n'est pas non plus, je veux dire, le centre du pouvoir du monde, quoi. Et on voit bien quand même que déjà, rien que dans ça, c'est compliqué, dans une organisation de jeunesse. Donc on imagine après ce que ça peut faire dans les plus hautes sphères. Alors évidemment, même si je pense qu'il y a quand même du progrès sur comment les militants de mon organisation, de ma génération, avancent sur ces questions-là, en fait, c'est bien loin d'être gagné, hein, y compris il y a encore beaucoup de combats à mener. Et on l'a vu puisque quand l'article du Monde, et parce qu'on a eu un article du Monde qui est sorti sur les violences sexuelles et sexistes à l'intérieur de notre organisation, avant que cet article sorte, il y a eu des articles sur d'autres organisations de jeunesse. Et du coup, il y a des camarades quand même qui disaient ah bah regardez, ah bah eux ils ont de rien les autres, etc. En montrant les autres du doigt, alors qu'au final, on a bien fait de se taire, hein, parce que voilà. Mais évidemment quoi, moi je le dis depuis le début, y compris depuis que les premières histoires sur les autres ont commencé à sortir, de dire en fait aucune, déjà ça a été dit par Raphaël, mais de toute façon aucun des endroits de la société n'est épargné par ça, puisqu'en fait les violences sexistes traversent toute la société et donc notre organisation politique aussi, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Et là, bon, il y a clairement une libération de la parole qui s'est faite aussi dans notre organisation, même s'il y avait déjà eu avant des cas de violence sexuelle qui avaient, enfin en tout cas moi depuis le début de mon mandat, j'ai déjà été confrontée à plusieurs affaires comme ça et à devoir agir pour écarter les agresseurs et faire en sorte que la victime se sente à l'aise dans son organisation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis Balance ton port, ça a quand même favorisé la libération de la parole. Alors après, ce qui est sûr, c'est que les filles qui ont osé parler disent qu'elles l'ont pas fait tout de suite, parce que dans tous les cas, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'aucune d'entre elles n'ont parlé sur le moment. Et en fait, elles disent qu'à chaque fois, elles ont peur déjà des répercussions que ça peut avoir. Et puis surtout, alors soit elles le pensent parce qu'elles l'ont intériorisé, ou alors on leur fait comprendre que du coup, parler, ce serait entre guillemets nuire à la cause, nuire à l'organisation, donc nuire à la cause. Voilà, du coup, en gros, empêcher notre organisation de pouvoir militer correctement, etc. Donc, du coup, vaut mieux se taire et rien dire, parce que, du coup, voilà. Et puis, du coup, on fait en sorte que, oui, mais en fait, c'est des individus isolés, c'est pas l'organisation, donc c'est pas la peine de parler, etc., quoi. Donc, du coup, c'est aussi tout ça qu'il faut déconstruire. Mais ça, du coup, ça nécessite, alors, même si ça ne règle pas tout, parce que, je veux dire, c'est pas uniquement par la formation qu'on règle tout, mais je pense quand même que, en tout cas, nous, c'est les dispositions qu'on a prises, de dire que chaque camarade, quand il adhère maintenant, ou elle quand elle adhère d'ailleurs, parce qu'en fait quand on adhère et qu'on est une femme, on n'est pas automatiquement féministe, hein, ça je le dis, hein, parce que en fait il y a beaucoup de femmes qui sont pas féministes, hein, enfin, qu'à voir la tribune, Catherine Deneuve et tout ça, quoi. Enfin je veux dire, c'est voilà, si une preuve s'il en est, quoi. Mais y compris moi, typiquement, hein, moi j'ai pas été élevée dans un milieu de gauche et je vois ma mère, bon c'est pas toujours évident, quoi. Donc il y a moi voilà, une discussion, etc. Alors après voilà, c'est une autre culture, etc. Mais il y a besoin de discussion quand même, quoi. Donc en fait, même pour les jeunes femmes qui adhèrent, et puis bien sûr les hommes, en fait on systématise maintenant les formations féministes, parce qu'avant c'était un petit peu une option, quoi. C'est-à-dire que en gros il y avait des stages cadres, mais bon on faisait du féminisme en option si on avait envie, quoi. Et puis avant, enfin sinon on n'en faisait pas, quoi. Donc là maintenant ça c'est considéré comme acquis, que du coup il faut le faire tout le temps, y compris on a ce qu'on appelle à la JC un stage lycéen, c'est-à-dire qu'on forme des lycéens quand ils adhèrent, quoi. Et du coup sont très jeunes en général, hein, parce que lycéen, on commence à être lycéen à 15 ans, et du coup on attaque ce module du coup dès le début, et là le stage aura lieu pendant les vacances de février. On va projeter la domination masculine pour avoir un débat autour de ça, etc. Donc ça, rien que ça, je pense que c'est aussi des choses qui permettent d'avancer. Mais après, parce que du coup l'idée c'est aussi de se dire que pour éviter qu'il y ait des comportements sexistes, et voire même pire, hein, des violences ou des viols, du coup c'est essayer de former les camarades
pour les déconstruire un peu sur le sexisme qu'ils ont malheureusement en eux, quoi. Parce qu'évidemment, on parle des violences sexistes qui sont les plus graves, hein, parce qu'on a dû gérer des cas d'agression sexuelle ou de viol, mais il y a aussi les comportements sexistes, donc les blagues grasses, et puis voilà, couper la parole en permanence à des femmes. Alors maintenant, ils le font aussi moins parce que je suis là, quoi. Donc forcément, ne pas me couper la parole pareil à moi qu'à quelqu'un d'autre, parce que je suis la secrétaire générale, mais malgré tout, hein, parce que enfin, je le subis aussi, quoi, le sexisme. Et puis en fait, juste ouais, des questions de comportement qui ont besoin d'être y compris d'être verbalisées, quoi, par certains, parce que c'est pas, enfin voilà, c'est quand même compliqué, y compris certains, c'est acquis pour eux, quoi, donc faut déconstruire, quoi. Donc ça, c'est tout un travail. Et puis après, il y a quel dispositif on met en œuvre pour agir quand il y a quelqu'un qui vient parler d'une violence sexiste ou d'un viol, quoi. Et donc du coup là, ça a été au début un peu compliqué, hein, parce qu'y compris moi, la première femme qui est venue me parler en me disant ça, moi j'ai été un peu abasourdie, y compris comment accueillir la parole, parce qu'en fait c'est aussi une formation. Je veux dire, c'est pas naturel comme ça. Y compris moi-même, même si on a tendance à je sais pas comment dire, à m'incarner comme la secrétaire générale. Moi, je suis aussi une femme qui a un vécu, qui a aussi vécu le sexisme et tout ça. Donc, quand je reçois dans la figure, des fois, je sais pas trop comment. Voilà. Alors maintenant, malheureusement, c'est malheureux à dire, mais à force d'avoir géré plusieurs cas, je finis par savoir ce qu'il faut dire, quoi. Mais au début, c'est sûr que c'est compliqué à gérer. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les responsables puissent avoir une formation pour justement savoir comment accueillir la parole et savoir comment orienter aussi les camarades qui, du coup, sont victimes. Parce que en fait, une fois qu'on a libéré la parole, aussi ça peut avoir des conséquences sur la victime, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut l'orienter vers des spécialistes qui peuvent éventuellement l'accompagner dans sa parole et tout ça, et puis y compris sur porter plainte, parce que c'est des questions qui sont hyper compliquées. En plus, dans son organisation politique, des fois on se dit je vais quand même pas porter plainte contre un camarade, etc. Enfin, c'est tout un cheminement, et donc c'est des questions qui sont extrêmement compliquées. En plus, à la JC, on a aussi des camarades qui sont mineurs, donc ça veut dire informer ses parents, dire je suis dans une organisation politique où j'ai subi ça alors que je suis mineur. C'est des fois compliqué quand on est mineur d'être adhérent dans une organisation parce que les parents peuvent ne pas avoir les mêmes visions politiques, ou etc. Donc bref, c'est toute une complexité qu'il faut essayer de démonter, quoi. Donc ça, c'est du point de vue juridique. Et puis dans l'organisation, du coup, c'est faire en sorte que systématiquement l'agresseur soit écarté et que du coup la victime ne se sente pas coupable et puisse militer sereinement dans son organisation et se dire voilà, en fait, je vais pas avoir à croiser tous les jours mon agresseur en permanence, quoi. Alors c'est sûr que ça, c'est de l'incantatoire pour le moment. Alors évidemment, on le fait à chaque fois. Il y a des cas où ça se passe bien, où en fait on arrive à écarter l'agresseur sans difficulté. Mais là, je le dis ici, en fait, il y a aussi des cas où les agresseurs s'accrochent, quoi. C'est-à-dire que, et du coup, en fait, disent non, moi j'ai rien fait, je suis dans mon bon droit, et essayent de solliciter X ou Y personnes en disant défends-moi, y compris des responsables et tout ça, qui du coup sont s'empatouillent dans une histoire. Enfin voilà, ça devient un espèce de brouhaha extrêmement compliqué. Et donc du coup, voilà, c'est du coup comment est-ce qu'on arrive à systématiser ça. Et donc on y travaille. À la JC, on a fait une première séance autour de tout ça en direction, là, en Conseil national, y compris on a reçu Ernestine René pour parler des violences sexistes, etc., donc, qui s'occupe de l'Observatoire contre les violences sexistes dans le 93. Du coup, on a discuté autour de ça. Et alors, je suis pas là pour parler au nom du Parti communiste, mais de fait, comme je suis le mouvement des jeunesses communistes de France, en fait, c'est souvent lié, hein, parce que en fait, on milite souvent avec le Parti communiste, y compris dans les mêmes locaux, donc il y a aussi des choses qui se croisent. Et le Parti communiste, en tout cas, a sorti une brochure sur les violences sexistes et sexuelles en interne pour le distribuer aux camarades et a créé une commission avec des référents. Référentes et référents autour de ces questions-là. Et du coup, nous, on réfléchit à tout ça et à ce qu'on fait, y compris là, on est en train d'organiser une formation pour former, en tout cas, les responsables, justement, avec une association qui s'occupe d'accueillir les victimes de viol, pour voir comment, nous, en tant que responsables, on fait quand on est confronté à ce genre de choses et qu'on puisse accueillir sereinement la victime et gérer les agresseurs, quoi. Voilà.
On passe la parole maintenant à Mathilde Julier-Viau. Vous travaillez à l'Assemblée nationale et à ce titre, et d'ailleurs après le manifeste Balépat et l'affaire Baupin, vous avez créé avec quelques-unes de vos camarades un Tumblr qui s'appelle Chères collaboratrices et qui en fait était une façon de dire le silence n'est absolument pas levé, regardez ce qui se passe malgré certaines affaires qui sortent, regardez ce qui se passe. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant de l'épaisseur de ce silence en fait pas forcément les coulisses, mais sous le monde politique, il y a un autre monde politique encore plus silencieux finalement, c'est celui des collaborateurs et des conseillers. Et est-ce que ça change, est-ce que ça ne change pas, et quelles sont les raisons de ce silence? Alors, je vais revenir un peu sur... déjà, merci beaucoup Esther Benbassa, merci Laure Breton pour l'organisation de ce forum qui se révèle tous les jours et toutes les semaines d'actualité et important. Je vais revenir un peu sur la création de Chères collaboratrices parce que c'est encore... ça permet de bien comprendre dans quel contexte notre collectif a été créé. On est un collectif d'une dizaine de femmes qui, à l'époque, sous la précédente législature, travaillions à l'Assemblée nationale. Et on s'est créé, on s'est constitué après l'affaire Baupin, parce qu'on a été assez stupéfaites et sidérées des réactions que l'affaire Baupin avait provoquées, qu'on a analysées comme étant des sortes de mécanismes de résistance pour empêcher que la parole des femmes puisse réellement se libérer. Il y avait à peu près 3 types de réactions. Il y avait d'abord la première réaction, la plus courante, c'était de dire mais en fait, les femmes qui ont pris la parole contre Denis Baupin, elles sont machiavéliques, elles avaient nécessairement un agenda contre lui, elles voulaient lui nuire, donc une volonté de miner leur parole et d'abaisser leur légitimité à la prendre. Ensuite, il y avait des réactions absolument abominables qui consistaient à dire en fait Baupin c'est pas vraiment de sa faute, enfin tu te rends compte, t'as vu sa femme, t'as vu sa mère, elle est folle, donc quelque chose qui avait vocation à victimiser Baupin pour vraiment lui enlever toute responsabilité. C'était d'une violence inouïe. Et puis ensuite autour de nous, on avait des collègues, des députés, etc., qui nous disaient est-ce que je peux encore te mettre la main sur l'épaule pour te faire la bise, ou est-ce que tu vas porter plainte, est-ce que je peux te dire que tu as une jolie robe, ou en fait tu vas trouver que c'est sexiste. Donc on s'est rendu compte que en fait, au lieu d'avoir libéré la parole, on se prenait un retour de bambou extrêmement violent. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour justement permettre en fait de continuer cet espace de liberté qui avait été un peu ouvert, cette brèche qui avait été ouverte, et d'essayer de faire en sorte que ça ne se referme pas avec ce retour de bambou et ces résistances. Du coup, on a créé ce site qui a vocation à recevoir des témoignages de femmes qui travaillent en politique. On en a reçu d'un peu partout, de cabinets de mairie, des ministères, de l'Élysée, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de conseils régionaux, enfin de tous les organismes politiques qui révèlent plusieurs degrés de sexisme. Il y en a qui révèlent des violences, d'autres qui illustrent le fait que les femmes voient très souvent leurs compétences amoindries. Je peux vous en citer un, par exemple. C'est une femme qui raconte. Donc, le député pour lequel je travaille me donne régulièrement le numéro de téléphone de personnes à appeler pour chercher une information. Invariablement, quand il s'agit d'une femme, il me précise « c'est son assistante ». Il s'avère en réalité qu'il s'agit d'une chef de cabinet, d'une ministre, d'une responsable des relations presse ou d'une collaboratrice d'élu. Il y en a d'autres qui sont explicitement connotés, comme un autre que je vais vous citer. Il y a plusieurs années maintenant, je travaillais en tant que collaboratrice dans le cabinet d'un maire. Le photocopieur se trouvait dans un local assez étroit, qui servait aussi de couloir de desserte pour plusieurs bureaux. Passant derrière moi, qui était en train de photocopier des documents, un directeur de service, qui avait l'âge de mon père, revient sur ses pas et me dit « Petite, t'as un cul qui attire la main ». J'étais toute jeune, mais je n'avais pas la langue dans la poche. Je me suis retournée et je lui ai dit « Et toi, c'est ta gueule qui attire la main ». En créant ce site, on avait plusieurs objectifs. Donc, faire en sorte que la brèche qui avait été ouverte par Sandrine Rousseau, Isabelle Attard, Hélène Debost, Annie Lameur et d'autres ne se referme vraiment pas. Et faire changer la prise en charge du sexisme aussi au sein de notre institution et au sein de l'Assemblée nationale.
Déjà, il faut insister, c'est ce que vous disiez en introduction, que les collaboratrices et les collaborateurs sont liés aux députés par des contrats qui sont exorbitants du droit commun. Donc, on n'a pas de protection particulière. Et il y a une clause de loyauté qui fait qui peut être actionnée à tout moment par le député ou la députée, pour licencier sans ménagement une personne. Donc, vous imaginez bien qu'en cas d'agression sexuelle ou de harcèlement ou en cas de prise de parole d'une femme, cette clause de loyauté peut être actionnée et donc la personne se retrouve licenciée sans aucune protection du droit du travail. Cette situation de domination assez supplémentaire, qu'on pourrait dire, pour les collaboratrices, a été assez bien résumée par le déontologue de la précédente législature qu'on avait rencontré après l'affaire Baupin, qui, je vais citer son rapport parce qu'il est assez courageux de la part d'une émanation, même s'il est indépendant d'une émanation d'administration qui, elle, n'a pas brillé par son courage. Il explique. La question du harcèlement à l'Assemblée nationale est, l'actualité l'a hélas montré, particulièrement sensible. De façon générale, les lieux de travail sont particulièrement propices à ce genre de comportement. L'Assemblée nationale n'échappe pas à ce fléau. Il faut y ajouter très certainement des facteurs particuliers qui facilitent les actes de harcèlement, un entre-soi très masculin, des conditions de travail particulières avec des rythmes soutenus et des séances de nuit tardives, une hiérarchie singulière entre le député et son collaborateur, caractérisée par un contrat de travail dérogatoire au droit commun, une très grande promiscuité dans les locaux à usage multiple, c'est-à-dire que dans les bureaux il y a des lits, une forme de familiarité propre au milieu politique. L'ensemble de ces éléments constitue sans nul doute à créer des conditions propices aux situations de harcèlement. Pour le moment, à l'Assemblée nationale, nous avons été auditionnés, le collectif Chères collaboratrices, en début de cette mandature, par un groupe de travail qui travaillait sur les conditions des collaborateurs, donc plus sur le statut, enfin plus sur le statut que sur les conditions de travail. Il n'y a rien qui a été fait, à part la mise en place d'affichage qui dénonce, enfin qui fait un rappel à la loi sur le harcèlement et les agressions. Enfin, ça, c'est Barthelone qui nous l'avait promis à la précédente législature, donc voilà, ça a été mis en place, quoi. Sachant que on se heurte vraiment à beaucoup de résistance. Il y a une référente à harcèlement qui a été mise en place il y a quelques années, après une situation de grave de harcèlement ou d'agression, on ne sait pas trop, d'un fonctionnaire à l'égard d'une de ses collègues. Mais elle ne peut pas agir quand ce sont des députés qui sont harceleurs parce que ce sont ses supérieurs hiérarchiques et donc elle ne peut pas se permettre de les convoquer. L'administration refuse catégoriquement de nous donner la moindre statistique sur son travail à elle. Et d'ailleurs, elle nous a avoué qu'elle n'avait pas reçu de formation spécifique. La déontologue devrait pouvoir agir contre les députés, mais le code de déontologie circonscrit son activité à des conflits d'intérêts, donc en fait, elle ne peut pas agir en matière de sexisme. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. La résistance de l'administration est quelque chose sur lequel je voudrais conclure. On a des propositions qui sont raisonnables, c'est-à-dire qu'on souhaite avoir de la formation, de l'information, une modification du règlement de l'Assemblée nationale et du code des déontologies pour doter l'administration de réels outils pour protéger les femmes, parce que c'est pas les partis politiques qui vont, ou probablement pas, qui vont être en mesure de le faire, et surtout parce que c'est le devoir de l'administration, comme de toute entreprise en fait, de protéger les femmes. Elle a une obligation de le faire. Et on nous a fait comprendre depuis qu'on existe que nous jetions l'opprobre sur l'institution, alors qu'évidemment nous on considère que ce sont plutôt les agresseurs qui jettent l'opprobre sur l'institution, mais bon, ça ne leur est pas très souvent reproché. Et voilà, on pense que c'est ce retournement de la responsabilité qui crée les conditions favorables au sexisme, au harcèlement et aux agressions sexuelles, et qu'en réalité toutes les résistances contre la libération de la parole des femmes participent un peu et complètement de l'impunité dans laquelle agissent les agresseurs. Et je pense que à cause de toutes ces résistances, la parole des femmes n'est pas tout à fait prête à être absolument libérée. Merci. Après ces paroles d'actrices politiques et associatives, on va conclure ces présentations avant vos questions par la vision ou le regard d'une sociologue et de quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur ce monde politique et sur les problèmes de sexualité, de conjugalité. Vous êtes auteur de l'étude Militants de l'autrement, sociologie politique de l'engagement des carrières militantes chez les Verts et EELV. Et vous vouliez, peut-être, je ne sais pas si c'est un préambule, en tout cas vous aviez envie de revenir sur le moment dans lequel on se trouve aujourd'hui et le moment où se déroule ce colloque.
Oui, en effet, merci beaucoup. Merci Esther pour l'invitation. Tu nous as invités à faire mouvement. Je vais faire mouvement. En tout cas, je vais essayer d'y contribuer. 10 minutes, c'est peu, évidemment, pour déconstruire la totalité des logiques qui s'imbriquent, les logiques sexuelles, les logiques politiques, les logiques partisanes, mais je vais quand même essayer de le faire. Donc, évidemment, je demande toute votre indulgence, parce que nécessairement, les explications vont être un petit peu rapides, mais on pourra y venir ensuite si vous avez des questions. Alors la table ronde, c'est pourquoi l'omerta en bonne académique, parce que c'est un réflexe. Je vais reformuler la question, mais vous allez voir pas beaucoup. Je vais dire pourquoi encore l'omerta. Et dans mon encore, il y a évidemment encore après l'affaire DSK, encore après l'affaire Baupin, encore après le report du procès de Georges Tron, visé par des accusations qui remontent, on l'oublie, à 2011, encore après l'affaire Weinstein, toute la série de tribunes contre tribunes, articles en creux, articles en plein, articles en délié sur les affaires sexuelles. Je rajoute évidemment la salle et je rajoute Hulot. Je dis encore parce que, en spécialiste à la fois des partis politiques et des questions de genre et des questions sexuelles, et particulièrement du parti politique EELV, qui est un bon laboratoire pour tout un tas de mécanismes. Moi, je vis depuis des années, des mois et encore plus ces dernières semaines dans une sorte de double réalité dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. La réalité, c'est comme un peu une scène. La première réalité, c'est la libération de la parole. Alors moi, j'aime pas ce terme. Je le dis clairement, d'abord parce qu'on dit la parole s'est libérée et on élude les femmes qui sont censées être l'objet. Donc disons au moins, si vous le voulez bien, la parole des femmes s'est libérée. Encore une fois, encore en bonne sociologue, je dirais la parole laquelle, des femmes lesquelles, à quel moment, à propos de quoi, et quelles sont les conditions sociales de possibilité de libération de cette parole et surtout de son traitement. Bref, un slogan, pourquoi pas, mais à condition que ce soit pour l'interroger et qu'il pose question. Ce que je vais essayer de faire, alors j'ai évidemment pas de souci avec par ailleurs les mouvements, MeToo, Balance ton porc, etc. Moi je suis une sociologue, donc je pense qu'on ne change pas les structures sociales et encore moins le patriarcat ou les logiques du champ politique à coups de hashtags et de pétitions de change.org, mais c'est très bien de le faire, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes ces mobilisations suscitées par ces mouvements-là, évidemment, sont à la fois indéniables, nécessaires, salvatrices. J'ai évidemment rien à dire à ça. En revanche, la sorte de coulisses ou de voile dans lequel je me trouve, y compris à un point de vue personnel, c'est que pendant que dans les médias et sur la scène publique s'étale la parole se libère, moi je vis une réalité complètement différente. Je dirais que l'omerta s'est déplacée. Ce à quoi on a affaire, c'est un déplacement, et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'affaire Baupin, et toutes les autres affaires, ça révèle des choses pendant qu'on en cache d'autres. En ce moment, il y a d'autres affaires. Évidemment, je suis une femme assez précautionneuse, prudente. Je ne vais évidemment pas vous donner des noms aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il n'y a encore pas, comme aux États-Unis, de grandes campagnes pour soutenir les femmes qui donnent leurs noms pour payer les frais d'avocat. Je ne suis même pas journaliste, je n'ai pas une rédaction derrière moi, là, donc je ne vais pas dire de nom, mais en revanche, je vais essayer d'expliquer des mécanismes, puis vous en ferez ce que vous voulez. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'est-ce que c'est que ces logiques de voilement ? Je voudrais qu'on reprenne les niveaux de manière un petit peu séquentielle. La première chose, et je vais aller du plus général au plus particulier, la première chose, c'est qu'on vit en France. Et qu'en France, évidemment, Mathilde Larère et Aude Loriot l'ont dit, l'ont esquissé avant moi tout à l'heure pour commencer. La France, c'est un pays qui, très clairement, n'est pas avancé sur la question de l'égalité des droits hommes-femmes. Je ne vous apprends rien là. Et non seulement il n'est pas avancé, mais en plus, il a une particularité qu'on appelle la séduction à la française. La séduction à la française, c'est une historienne du genre américaine Jan Scott qui a beaucoup travaillé sur cette question. La séduction à la française, c'est cette sorte de mythe, d'illusion dans laquelle la France vit et qui consisterait à dire que, en gros, la séduction,
Alors c'est hérité, vous voyez le film, hein, Les liaisons dangereuses. C'est une forme d'esthétisme de l'art du séduire hérité de la noblesse, qui consiste à penser que l'homme et la femme sont dans des positions symétriques et qu'ils se séduisent, chacun sachant où se trouvent les zones d'ombre, etc. En clair, la séduction à la française, ça dit que la domination masculine, c'est sexy. D'accord ? Ça dit qu'une vraie femme, elle acquiert sa féminité quand elle a compris comment elle pouvait être un objet de désir pour les hommes. Bon. Tout ceci prospère bien évidemment d'autant plus que, soi-disant, depuis mai 68, les mœurs se sont libérées. Bon. On pourrait en causer, mais j'ai pas le temps. Mais voilà. Donc on vit dans cette espèce de chose qui fait prospérer, et pas que la tribune de Catherine Deneuve et d'autres, hein, mais le monde entier, y compris à commencer par nous-mêmes. Toujours, on ne naît pas féministe, on le devient. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose qui joue et qui est de cet ordre-là, qui est simple. On nie, et c'est la séduction à la française rajoute une couche, hein, on nie constamment les rapports de pouvoir qui sont au principe même des sexualités. Donc la première chose qu'on a à faire quand on s'occupe des questions sexuelles, c'est de rappeler que le sexe, la sexualité, c'est d'abord et avant tout une question de rapport de pouvoir. Deuxièmement, une fois qu'on a décrit le monde, on peut décrire le champ politique. Le champ politique, pareil, je vais faire court, le champ politique, c'est un champ qui est à la fois poreux aux histoires du monde, dont il n'est pas sous cloche, et qui en même temps a sa forme d'autonomie. Sa forme d'autonomie, elle consiste premièrement dans le fait de dire, c'est une formule un peu rapide, je m'en excuse, que le monde politique, c'est un monde d'hommes créés par les hommes et pour les hommes, et ça le reste, aussi bien du point de vue des usages que des conceptions de ce qu'est le politique, premièrement, et deuxièmement, ce qu'il a d'autonome, ce sont ces logiques particulières. Moi, je ne pense pas du tout qu'il n'y a pas de règles dans le champ politique. Il y a des règles dans les institutions. Les institutions, elles s'en donnent des règles, on a vu aussi, ou elles refusent de s'en donner. C'est-à-dire, l'institution, ce n'est pas un ensemble désordonné de pratiques, de conduites, de croyances. Non, au contraire, c'est une institution, c'est une organisation où les pratiques, les croyances sont sédimentées, produites, reproduites, réaffirmées, et qui donc, c'est une lueur d'espoir, peuvent être changées, même s'il y a une forme de temps d'inertie qui est assez long, mais qui permet d'entrevoir qu'à partir du moment où on conçoit l'institution, on peut la faire évoluer. Ça va beaucoup avec le charisme. Sandrine parlait tout à l'heure de pouvoir. Bon, c'est pas des gens qui ont des pouvoirs, c'est des institutions. Les gens qui ont du pouvoir, ce sont ceux qui réussissent à capter en propre les ressources, les capitaux, qui sont justement les capitaux charismatiques d'une institution. La preuve en est que c'est pas l'individu qui a du charisme et l'institution, c'est que quand l'individu n'occupe plus sa fonction, il n'est plus personne. Voilà. Un président de la République, il a du charisme tant qu'il est président. Quand il est plus président, eh bien, le charisme octroyé par l'institution qu'il incarne est tout de suite beaucoup moins opérant. Le troisième niveau, c'est les partis politiques. Alors, les partis politiques, c'est des milliards de choses. On pourrait aussi en parler longuement. Je vais juste attraper un seul fil. Un parti politique, c'est un opérateur de carrière. C'est un opérateur de professionnalisation politique. C'est à ça que ça sert. D'accord ? Entre autres mille choses. La deuxième chose que c'est, un parti politique, c'est un ensemble de relations, d'interactions, de solidarité, de loyauté, passée, ancienne, présente, future. Vous savez, cette jolie phrase que le politique prononce souvent, on n'insulte pas l'avenir. En politique, il faut sortir par le haut. Voilà, toutes ces choses qui sont des modes de résolution de conflits, qui sont à la fois des manières d'agir, mais aussi des manières de protéger. Je ne vais pas parler de LV en tant que tel parce qu'il est aussi exemplaire et sur d'autres points non exemplaire que tout un tas d'autres partis politiques ou d'autres organisations. Il a créé un dispositif qui est parfait sur le papier, à 2 exceptions près. Je vous renvoie pour les détails. La première exception, c'est que contrairement au Parti communiste, qui est, je crois, le seul à l'avoir fait jusque-là, il n'est pas inscrit dans les textes que toute personne qui contrevient ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la charte des valeurs qui régit l'économie
psychologie politique, à savoir tout un tas de choses, et notamment l'égalité homme-femme et évidemment les non-violences, pourra être écartée de tout soutien ou de toute fonction. Alors on a vu que ça n'empêche rien, mais c'est pas dans ce dispositif. Alors moi je pose la question clairement, hein, à partir de quand on va pouvoir avoir dans tous les partis politiques la règle qui est que à partir du moment où quelqu'un est soupçonné d'avoir été un homme violent d'une manière sexiste ou sexuelle, eh bien non, il n'aura pas d'investiture, même s'il s'agit de faire jouer des jeux de chaises musicales pour permettre d'autres investitures, voilà, ne serait-ce que des mesures momentanées, en attendant que les cas soient jugés quand ils le sont. Donc, première chose. Et la deuxième problème de ce dispositif, mais je crois que c'est le cas d'autres, hein, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage pour les simples et bonnes raisons, c'est que justement, les loyautés, les solidarités partisanes, ça tient énormément. Alors, comment on analyse ça? C'est simple, un parti politique, c'est personne. Je vais terminer là-dessus. Un parti politique, c'est pas quelqu'un, c'est un ensemble de personnes, de micro-réseaux, d'équipes présidentielles, de motions, tous ces gens qui, ces temps-ci, s'organisent, refont des versions, réécrivent l'histoire, protègent de nouveaux, de anciens. On témoigne pas pour machin ou contre machin, parce que si on doit expliquer pourquoi machin est un agresseur, on va devoir expliquer le cas, et du coup, on va devoir parler d'un autre agresseur. Alors, je vais le dire clairement, je suis ni paranoïaque ni complotiste, mais dans l'affaire Hulot, puisque c'est celle-ci dont on parle aujourd'hui, c'est comme les trains, les affaires sexuelles. Une affaire, ça en cache souvent une autre. Et du coup, les solidarités partisanes, elles se réorganisent, elles se réagencent, on donne des versions différentes pour protéger. Alors, je voudrais terminer sur comment on en sort, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir des pistes. La première chose, c'est qu'on arrête de se cacher, de se voiler la face derrière la juridicisation, surtout qu'on n'arrête pas de parler de la problématique du dépôt de plainte. Une femme qui a été violentée, elle ne dépose pas plainte parce que la sexualité hétéronormée qui régente le monde social, c'est que en gros, si on est une femme lesbienne ou qui a plusieurs partenaires, ou etc., on a une légitimité, on n'a pas de légitimité à parler. Hein. Toutes les victimes ne se valent pas. On le voit bien dans le cas d'Armanin. Donc la première chose qu'on pourrait faire, c'est essayer d'en finir avec l'hétéronormativité et les sexualités moralistes, que moi j'appelle moralistes. Hein. La deuxième chose qu'on pourrait faire aussi, c'est de dire, OK, il n'y a pas de plainte, on sait pourquoi il n'y a pas de plainte, pourquoi il n'y a pas de plainte, pourquoi c'est le silence, et pourquoi on fait comme si on ne savait pas, alors que dans le fond le dépôt de plainte c'est pas très grave, parce que qui est plainte ou pas, ça n'empêche pas de faire jouer les solidarités rapprochées partisanes, le contrôle partisan. Dans un parti politique, on sait attraper quelqu'un par le callback et lui dire, écoute, voilà, pour le prochain congrès tu vas pas pouvoir être sur la liste, parce que voilà, ce qu'on appelle la tambouille. Ils sont où les gens qui attrapent les agresseurs? Et je parle pas des femmes, faut arrêter de faire peser et la charge du témoignage et la charge de la preuve sur les femmes. Ils sont où les hommes dans les partis politiques qui attrapent leurs collègues violents par le callback? Il m'a dit, écoute, toi, maintenant, on est au courant, on sait, à partir de maintenant, soit tu sors, soit tu arrêtes immédiatement, soit les investitures, c'est terminé. À partir de quand on va attraper des candidats au présidentiel ou des concurrents dans des primaires pour leur dire, tu as accepté le soutien d'un violeur, on le sait, soit tu refuses ce soutien, soit alors tu es complice, surtout quand tu es un élu. Je rappelle que les élus, article 40, faire de ma part, 41 40, hein, bon. Je me trompais pas, article 40, ils ont un devoir de dénonciation encore plus important que les citoyennes et les citoyens. Donc, je vais finir juste pour de vrai par une phrase, si vous me permettez, qui n'est pas de moi, parce que j'ai eu droit hier à un petit monsieur, un journaliste de Croix, parce que j'ai mis un petit tweet pour essayer d'expliquer que la rumeur, c'est un objet social, que la rumeur, ça se traite, et qu'il faut peut-être se demander, poser la question suivante, hein, à partir de quand une affaire peut sortir? Mais c'est peut-être tout simplement à partir du moment où tout le monde en parle, tout le monde a les noms, tout le monde a les témoignages. Peut-être que même s'il n'y a pas de plainte, ça peut faire une affaire. Et je disais ça sur Twitter, et hier, il y a un gentil monsieur qui m'a, je crois, octroyé le prix. Il a dit, pour une fois que j'incarne quelque chose, j'étais assez fière. Il m'a dit que j'incarnais la bêtise. J'étais la bêtise incarnée, alors que je citais tout simplement, vous lirez, je fais un petit peu de pub, la revue Politics, on avait sorti un numéro sur les politiques sexuelles. C'est pas pour mon article sur les conjugalités vertes que je cite, mais c'est pour vous lire Claire Potter qui a travaillé sur Hoover, vous savez, Edgar Hoover, queer. Voilà, je la cite et je termine.
À quoi peut ressembler une histoire de la sexualité lorsqu'on n'a pas de certitude sur les identités sexuelles en jeu, ni de preuve que des actes sexuels aient effectivement eu lieu? Et comment une analyse des ragots, des rumeurs, voire des mensonges à propos de la sexualité peut-elle servir à l'écriture de l'histoire politique? Je vous remercie. Peut-être avant... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ok, je vois 2 questions. Peut-être j'avais envie de rebondir sur... on a expliqué on a essayé d'expliquer les raisons de ce silence, mais moi j'aimerais savoir si... peut-être que je peux poser la question à Sandrine Rousseau. Pourquoi il est plus important de faire cesser ce silence en politique, dans les organisations politiques? Et est-ce qu'il est plus important de le faire cesser en politique? Mais il est plus important de le faire cesser en politique, il est important de le faire cesser partout, il est important de le faire cesser en politique, comme il a été important de faire cesser les détournements d'argent en politique. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'exemplarité, et par ailleurs, moi je pense qu'en plus, donc il y a une exemplarité, mais en plus, il y a ce sont des gens qui décident en fait de la société que l'on souhaite et que l'on veut. Et moi je pense que c'est pour ça que j'appelle aussi les hommes, et c'est Esther qui a dit ça dans son introduction, j'appelle vraiment les hommes à se mobiliser aussi sur cette question, parce que la question c'est quelle société nous souhaitons. Et je pense que le fait qu'il y ait cette omerta et cette incapacité des femmes à parler, parce que sinon leur vie en est profondément bouleversée quand même. Enfin, il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler, ça implique que votre vie en soit bouleversée. Est-ce que vous acceptez que votre vie en soit bouleversée? C'est pas si simple que ça. C'est pas une décision facile. Et donc, si on veut arrêter ça, il faut absolument que les hommes disent mais moi je ne veux pas non plus être assimilé à ça. C'est-à-dire je ne veux pas exercer le pouvoir de cette manière-là. Je ne veux pas à un moment donné que le pouvoir que j'exerce, il soit entaché de ce soupçon que je l'ai fait aussi sur le corps des femmes. Et pour ça, il faut que l'on arrive ensemble, hommes et femmes, à dessiner une société où on définit des rapports qui soient des rapports d'égalité, au sens où, on peut avoir toutes les relations sexuelles que l'on souhaite, et on voit bien quand dans certains pays, il y a une liberté sexuelle qui est très forte, mais il y a une intolérance totale sur les violences, parce que être libre de dire oui ou de dire non, ça n'a rien à voir avec s'exposer à être violenté ou pas. Et donc, il faut vraiment arrêter avec le truc il y a la drague et il y a les violences sexuelles, parce que le monde politique et les violences qui s'exercent dans ce monde politique ne sont pas du tout de l'ordre de la drague, c'est de l'ordre d'un abus de pouvoir. Avant de passer, j'ai bien repéré les 2 questions. Il y avait aussi quelque chose dont Esther a parlé en introduction. Les institutionnels ont été sollicités. Très peu de gens qui sont actuellement élus ont souhaité venir, mais ceux qui ont souhaité venir appartiennent tous à des formes différentes de la gauche, mais en tout cas appartiennent tous à la gauche. Est-ce que, Vanessa Jérôme, le silence est plus dense à droite, et pourquoi ? Pour plusieurs raisons, à mon avis, qui ne sont pas exhaustives, mais la liste est à 3 petits points. D'abord parce que historiquement, ce n'est pas les partis de droite qui ont été les plus progressistes en matière d'égalité homme-femme, ou, moins qu'on puisse dire, ou de sensibilité à la question, ne serait-ce que de la citoyenneté des femmes, etc. Du coup... être dans un parti politique, c'est une question d'offre et de demande aussi. C'est-à-dire, du coup, ces partis-là, affichant pas des positions très progressistes, ils n'ont pas attiré non plus les femmes les plus progressistes en la matière. C'est-à-dire, faut arrêter de penser que toutes les femmes sont féministes. Il y a des contextes de socialisation au féminisme. Donc, du coup, il n'y a pas de... il y a... Dans ces partis-là, des conditions sociales d'émergence de la parole et la prise en charge des questions féministes qui sont un peu moindres. Après, il y en a peut-être un autre, mais là, je parle c'est une question plutôt. Je me demande si, du coup, on ne peut pas rajouter maintenant 2 choses, c'est-à-dire que les sociologues de ces partis sont eux-mêmes moins attentifs à ces questions, ou ne peuvent pas l'être. C'est-à-dire, moi, le rôle que je joue dans Europe Écologie, et pas que depuis l'affaire Beaupin,
il y a d'autres affaires sur le métier, et puis il y en a d'autres. J'ai une homologue, par exemple, je vous cite ce cas, qui est en immersion au Front National et qui, elle, craint, bien plus que moi je ne le crains chez les Verts, quoique on peut toujours avoir des mauvaises surprises, mais elle craint très clairement pour sa sécurité. En plus, elle est beaucoup plus jeune que moi. Voilà. Donc, elle, typiquement, elle joue pas le rôle que moi je peux jouer depuis le parti UELV parce qu'elle a peur. Et par ailleurs, je pense que donc les milieux académiques sont moins intégrés dans les partis de droite, et je me demande, mais là pour le coup je me permets avec évidemment toute bienveillance de vous renvoyer la question, je me demande si les journalistes sont pas eux-mêmes plus éloignés des terrains des partis de droite que des partis de gauche, pour des raisons qui sont pas des raisons d'affinité idéologique, mais peut-être d'homogamie, de caractéristiques sociales, etc. Je sais pas. En tout cas, très clairement, les choses, les logiques s'emboîtent et font qu'on a effectivement beaucoup plus de mal à évoquer ces questions-là dans les partis de droite. Il y a une question au fond de la salle, avec la dame. Merci. Oui, j'aurais des dizaines de questions. Alors, mais juste 3. En fait, je voulais savoir pour la déontologue, donc c'est une femme, c'est toujours une femme? C'était un homme à la précédente législature et là c'est une femme. Ok. Et en fait, je voulais savoir, parce que je m'intéresse depuis plusieurs années au harcèlement moral au travail. Et donc, quand vous avez parlé de harcèlement dans le texte à l'Assemblée nationale, c'est précisé moral et sexuel, ou sexuel, c'est bien différencié? En fait, le code de déontologie ne concerne que les conflits d'intérêts. Donc tout ce qui peut lier les députés à des puissances d'argent, mais il n'est pas question de réguler leur comportement en matière de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel. Mais les mots sont précisés moral ou sexuel et sexuel dans le texte. Il n'y a pas de mention du harcèlement. Ah, du tout. Okay. Du tout. D'accord. Ouais. Sinon, je voulais profiter de la présence de Madame Rousseau pour bien nous dire si c'est le ras-le-bol de la photo avec le rouge à lèvres qui a suscité l'émoi et la libération massive de la parole, parce qu'il y a certaines versions qui disent que c'est à cause de l'apparition du rouge à lèvres sur un certain homme politique que les paroles se sont libérées au sein des Verts. Est-ce que c'est ça ou pas? La photo à laquelle vous faites allusion, c'était la photo de la mobilisation de certains députés, de toute tendance d'ailleurs, qui, pour lutter contre les violences, pour dire qu'ils luttaient contre les violences sexuelles, avaient décidé de faire des photos en portant du rouge à lèvres rouge. Et il y avait Denis Baupin dedans. J'ai pas compris. Est-ce que l'exaspération et la libération de la parole, c'est à cause du trop, c'est trop, avec le rouge à lèvres sur les lèvres d'un homme qui se prétend défendre les femmes? En l'occurrence Baupin, c'est à cause de ça qu'il y a eu ce tsunami ou pas? Alors, je ne sais pas ce que signifie cette question en fait. Parce que dans certains journaux à la radio, on disait que c'était à cause de ça. Oui, c'est à cause de ça. En fait, je dois quand même préciser que toutes celles qui ont témoigné dans le dossier Baupin ont toutes parler depuis le début, on arrête aussi de dire que les femmes ne parlent pas, parce qu'en fait les femmes parlent. On a toutes parlé depuis le début, et même depuis le jour où ça s'est produit. Donc voilà. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on savait cette histoire, et puis finalement il n'y avait pas grand-chose, ça n'enclenchait pas grand-chose en fait en interne chez les Verts. Et un jour, c'est Hélène Debos qui est là au premier rang, qui a vu cette photo, la première, avec le rouge à lèvres, et moi je l'ai vue juste après, et la question qui s'est posée à nous à partir de cette photo, c'est dans quel état d'esprit peut être un homme qui se comporte comme ça avec les femmes pour faire cette photo-là. Et moi, j'ai pris cette photo comme vraiment un crachat à la figure, mais d'une violence que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je me dis, s'il est capable de faire ça, eh bien, il faut à un moment donné qu'on parle un peu plus fort, quoi. Voilà. Et juste à propos vous parlez d'une instance éventuelle qui aiderait au sein du groupe politique, et pareil pour les communistes. Et excusez-moi, mais pourquoi pas en direct la justice? Pourquoi vous voulez vous dépatouiller en interne, entre guillemets?
Non, l'idée, c'est pas du tout de se dépatouiller en interne. Hein. L'idée, c'est d'accompagner les femmes justement pour qu'après, elles puissent déposer plainte. Et donc, c'est une médiation parce qu'en fait, c'est très difficile d'aller directement au commissariat. Donc, il faut une forme de médiation pour qu'on puisse rassurer aussi la victime sur le fait que son avenir ne sera pas compromis et qu'elle a toute sa place encore dans le parti politique. Et une fois que cette phase où on rassure la personne est finie, alors on peut aller vers du dépôt de plainte de manière plus sereine. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de parcours plus serein, parce que c'est vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Enfin, c'est des sentiments énormes de déposer plainte. Et donc, on ne peut pas laisser les femmes juste face à cette responsabilité seules de dire tant que tu n'as pas porté plainte, il ne peut rien se passer, ou faut que tu portes plainte. Enfin, voilà, on ne peut pas juste faire ça. C'est pas possible. Monsieur, là. Bonjour, je suis désolé, je vais prendre un tout petit peu de temps pour me présenter. Je m'appelle Jacques Grenier, j'ai milité dans différentes associations et j'ai eu des responsabilités nationales dans certaines d'entre elles. Je suis intervenu comme salarié, comme directeur général d'une association en crise. Pourquoi je suis là aujourd'hui? En fait, je suis délégué de promotion de l'école centrale, la promotion de Denis Baupin, que je connais depuis 1981. Et je suis militant des Verts depuis début 2015, où j'ai été candidat au départemental, soutenu par Denis Baupin, c'est de l'information publique. Et jusqu'à un mois avant l'éclatement de l'affaire dite Baupin, j'étais en action politique avec lui. Alors pourquoi l'omerta? Je vais essayer de partager avec vous l'analyse et le retour d'expérience que j'ai fait de cette situation. Alors je précise tout de suite que par éducation, j'ai été effaré de lire tout ce qui s'est dit dans la presse sur l'affaire Baupin, sur les autres, sur le blog Chère collaboratrice. Par éducation, ça me choque. J'ai même été très étonné. Bon, pourquoi l'omerta? Les partis politiques, c'est un équilibre de pouvoir, d'argent et de sexe. Et les trois sont liés, et je crois que c'est Sandrine Rousseau qui le signalait. On s'est préoccupé des questions financières, pas depuis si longtemps que ça. Moi, quand j'étais jeune militant, ça faisait partie des usages qu'on ne regardait pas trop, mais pas encore des rapports de pouvoir sexuel. Du coup, moi, quand je suis arrivé chez ELV, jamais personne ne m'a dit « Attention, Denis a une réputation sulfureuse ». Forcément, j'étais l'un de ses amis. Donc déjà, j'ai été pris par surprise. Non, mais ça joue. Puisque moi, par exemple, étant choqué par les faits, j'aurais eu ce genre d'informations, bien évidemment, j'aurais apporté mon appui. Je dis à Madame Jérôme, l'article 40, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, que je connais un peu comme officier de réserve, qui fait l'obligation à tout fonctionnaire, à tout élu et à toute autorité constituée de signaler sans délai les crimes et les délits dont ils peuvent avoir connaissance, je cite de mémoire, en communiquant tous les éléments en leur possession. Et c'est vrai que cet article 40, il est méconnu et peu utilisé. Bon, donc je pense que tout ça, ça contribue à cette omerta. Et je voudrais juste terminer pour dire que la parole des victimes est légitime. Je suis dans le même parti politique qu'Hélène Debos, que j'ai salué ce matin, et Sandrine Rousseau. Je ne suis pas choqué qu'elles aient pris cette parole. Et je pense que dans chaque parti politique, on doit faire le distinguo entre l'amitié et le respect des droits des personnes. Jérôme voulait intervenir. Alors sur l'affaire Baupin, je vais être claire. La première fois qu'on m'a prévenu de faire attention à Denis Baupin, parce que j'étais en enquête et en immersion dans ce parti politique, c'était en 2004. En 2004, on ne m'a pas prévenu en me disant, tu sais, il y a des rumeurs à propos de Denis Baupin, peut-être que, ou je ne sais pas. On m'a dit, cet homme est un agresseur sexuel, c'est un malade, il ne peut pas se retenir, il y a déjà des dégâts, méfie-toi, et méfie-toi pour de vrai. J'ai pris cette information pour vrai, et on pourrait débattre à partir de quel moment, elle en parle dans l'article sur Hoover, un collègue Potter, à partir de quand une preuve est une preuve respectable. À défaut d'être une victime respectable, on peut s'interroger sur la preuve respectable. Au moment où on m'explique de me méfier de cet homme à titre personnel, et on me prévient parce que je suis une femme, donc on ne prévenait pas les hommes,
près de Denis Baupin. D'ailleurs, on aurait peut-être pu le faire, c'est complètement hétéronormé, peut-être qu'il était bi, enfin, non mais je le dis en plaisantant, mais pas tout à fait. On ne prévenait que des femmes, donc on m'a prévenu en 2004, et si cette affaire, si cette manière de me prévenir a été prise au sérieux, si j'ai considéré que ce témoignage était un témoignage respectable, c'est parce que dans le même temps, j'étais à un endroit d'une institution partisane et d'une collectivité territoriale où je savais qu'un premier mariage concernant Denis Baupin avait été annulé et annulé pour ces raisons-là. L'affaire était donc déjà connue, on avait déjà dit depuis plusieurs fois la phrase, parce que c'est un autre débat qu'on pourrait entamer sur la psychiatrisation des cas de violence sexuelle, il se soigne, ça va aller mieux. Autant vous dire que ça faisait longtemps qu'on avait des informations. Je répète qu'on aurait pu penser que c'était des témoignages ou que les femmes affabulaient ou je ne sais pas quoi, jusqu'à un certain moment qui pour moi fait date et qui note l'erreur, voire la faute politique. Au moment de l'investiture de Denis Baupin, le groupe local, principe de subsidiarité chez les Verts, on investit les candidats d'abord dans les groupes locaux. Le groupe local de Denis Baupin ne vote pas l'investiture de Denis Baupin, et parce que des gens ont connaissance des faits, j'ai pas dit des rumeurs, j'ai dit des faits à ce moment-là. Il est investi malgré tout par la commission électorale interne du Parti Vert. Il est investi en connaissance de cause. Les témoignages à l'époque que je recueille, c'est, je cite, « à part ça, il est parfait », ce qui donne à réfléchir sur quel est le coût pour une entreprise partisane, un petit parti précaire avec des scores électoraux aléatoires, de se passer d'élus qui par ailleurs sont de vrais experts, et etc. Il est investi malgré tout parce qu'il y a un jeu de chaises musicales sur les circonscriptions et des logiques de courant. Quand je dis que quand on regarde les affaires dans les partis politiques, il ne faut pas s'intéresser aux partis parce que c'est personne. Le parti sont des sous-groupes, ce sont des équipes, ce sont des écuries partisanes. Donc il faut à un moment donné regarder quels sont les réseaux de loyauté. Il a été investi alors qu'on savait, et que je sache, il n'a pas démissionné au moment des faits, et par ailleurs je crois que non seulement il n'a pas été tellement inquiété, mais que comme d'autres il a bénéficié ex post, alors qu'on savait sa culpabilité, de mesures qui sont des mesures par lesquelles en politique on appelle qu'on peut sortir par le haut, comme par exemple avoir des missions ministérielles. Voilà, il y a encore une question et après je oui. passerai. Laurence de Joigny. Moi, je ne suis pas du monde politique, je fais partie d'un réseau de femmes en entreprise qui se mobilise aussi actuellement. Il y a une journée le 25 janvier, etc. Il y a eu la campagne précédente, No Sexistes de Laurence Rossignol. On se mobilise beaucoup sur toutes ces questions, mais je suis frappée, comme ici, qu'il y ait une autre omerta, c'est celle des violences sexuelles sur les hommes. On sait qu'elle existe partout. Sans doute est-elle moins nombreuse, ce qui n'est pas le cas pour les petits garçons et les adolescents. On sait qu'ils sont plus victimes des pédophiles que les filles. Sans doute que dans le monde adulte, ils sont moins victimes, mais je pense que la honte, elle est au moins aussi forte pour eux de dénoncer ces actes que pour les femmes, que leur avenir. Je vois quand Balance ton porc est apparu, il y avait un jeune pompier qui portait plainte pour un viol fait lors de rites d'initiation, d'intégration. Quel est son avenir professionnel? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une autre omerta? Et est-ce que nous, féministes, ça nous concerne? Ou on estime que c'est à eux de s'organiser entre eux? Je ne sais pas. Comment vous voyez ça? Pardon, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des hommes qui sont victimes, c'est certain, mais que quand même, globalement, les auteurs sont des hommes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sujet autour de qui est l'auteur des violences sexuelles, et que globalement, quand même, il y a quelques rares cas qu'on va nous mettre en épingle comme ça, et évidemment, il en existe, mais quand même, dans l'extrême... la quasi-totalité des cas, ce sont des hommes qui sont des auteurs. Et quand il se joue, quand il y a une violence sexuelle, que ce soit sur une femme ou sur un homme, il se joue quand même quelque chose de l'ordre de la domination. Et donc, c'est même pas de l'ordre, il se joue un abus de pouvoir, de domination. Donc,
évidemment, moi j'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes qui m'ont dit mais c'est insupportable pour nous, victimes hommes, notamment dans l'enfance, votre mouvement, parce qu'en fait on se sent complètement exclu de ce mouvement et c'est encore pire pour nous, etc. Ça je l'entends, mais en même temps il y a un moment où il faut aussi dénoncer la domination des hommes et que ça, quelque part, ça fait partie de notre boulot, voilà, enfin, ça fait partie d'une forme d'histoire des femmes et que ça fait partie du féminisme, voilà. Et qui seront sauvées, enfin, peut-être... Très bien. Il y avait une dame qui voulait réagir au premier rang et ensuite il y a une question au milieu de la salle et ensuite Esther Benbassa. Qui est accessible pour tout le monde, qui s'appelle l'enquête Rivage, qui est sur le site du ministère de l'Intérieur, qui a été une première approche statistique du harcèlement sexuel, qui est très intéressante parce qu'elle découpe justement les différentes violences selon les différentes sphères, c'est-à-dire que vous avez le couple, la famille, vous avez également évidemment le travail, vous avez les études, et c'est une approche homme-femme. Si on prend le harcèlement sexuel, toutes sphères confondues, c'est-à-dire le travail, les espaces publics, etc. La question qui était posée, c'est au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous été victime de ? Et on ne disait pas harcèlement, c'est là aussi où cette étude est très intéressante, c'est qu'on prend des faits précis. Par exemple, victime de propos salaces, ou alors vous avez été victime d'un geste non voulu, une main, sur les seins, sur les fesses, etc. Donc en plus, on qualifiait de façon extrêmement précise ces violences, qui a aussi un intérêt. Donc si on reprend le harcèlement sexuel, sur cette année-là, vous avez 1 077 000 femmes. Et vous avez au travail 320 000. Vous avez 470 000 hommes. Donc effectivement, c'est un phénomène qui touche aussi les hommes, mais on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Et peut-être 2 points qui sont intéressants. Il y a quand même ce qu'ils ont appelé des spécificités pour les femmes, c'est-à-dire vraiment où les rapports sont effectivement tellement marquants que ça veut dire quelque chose. C'est les contacts forcés dans les espaces publics. Donc c'est peut-être ce qui a donné lieu à la réflexion sur un projet de loi spécifique aux espaces publics, même si ça pose des tas de difficultés. Et c'est aussi sur le cumul des agissements sexuels. C'est-à-dire que vous pouvez être victime au cours de la même année, soit par une même personne, soit par d'autres personnes, d'un fait de harcèlement, puis après par une agression. Et ce sont les femmes qui sont le plus souvent 2 à 3 fois plus, même 3 fois plus, victimes de cette multiplication des faits. Donc pour avoir au moins des éléments de référence, moi j'invite à aller voir cette enquête qui est vraiment très intéressante et qui a donc été faite par l'INED et qui est sur le site du ministère de l'Intérieur. Le pouvoir des données, ça permet toujours de revenir aux faits. Une dernière question et ensuite Esther qui conclura. Oui, Catherine Lemaguerès, juriste, ancienne présidente de la VFT. En 1999, on avait rédigé une lettre. À tous les partis politiques, ça revient sur la question gauche-droite, les invitant à nous dire quelles étaient leurs positions quand un élu ou quelqu'un qui prétendait à une investiture était, alors on distinguait bien, soit mis en cause, soit condamné, enfin selon le principe de la présomption d'innocence, on distinguait bien les situations. Et c'est vrai que c'était la gauche qui avait répondu le plus précisément. À l'époque, c'était la LCR qui avait bien dit, d'une façon non ambiguë, à partir du moment où quelqu'un est mis en cause, il est tout simplement exclu du parti. C'était la seule réponse très claire que nous avions eue. Après ça, je ne sais pas si elle est suivie des faits. La droite, n'ayant soit pas répondu, soit bottant en touche, on n'avait pas écrit au Front National à l'époque. Il me semble que la question et ça rejoint que ce soit le milieu politique ou le milieu de l'entreprise, c'est celle du coût politique ou financier de prendre en charge ces questions-là. Il se trouve que pour l'instant, être agresseur, avoir un agresseur dans un parti, ça n'a pas de coût politique. Et j'ai toujours été fascinée par le fait que, y compris quand les agresseurs étaient condamnés au pénal, donc je parle de maires, je parle de députés, ils se représentaient et ils étaient réélus. Et les citoyens réélisaient en connaissance de cause des personnes qui avaient été condamnées pénalement pour agression sexuelle. Et ça, en tant que citoyenne, ça m'a toujours posé un problème moral et politique incroyable que les gens puissent élire en connaissance de cause des agresseurs. Et ça n'a pas de coût politique, de la même façon que dans les entreprises, ça n'a pas de coût financier parce que les employeurs sont condamnés à rien.
quand ils licencient par exemple des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Et ça rejoint pour chères collaboratrices, le coût, il faut créer un rapport de force pour arriver à dénoncer les choses. Et là, on entre dans une phase où le Grevio, qui est donc l'organisme qui vérifie l'application de la Convention d'Istanbul que nous avons ratifiée, va enquêter sur la France. Et je pense que ce serait bon que ce comité soit informé de la façon dont les institutions ne prennent pas en compte et ne donnent pas de recours aux femmes victimes, notamment dans le milieu politique et notamment au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je pense que ce sera très intéressant pour eux d'avoir cette information-là. C'est une bonne idée, merci. Merci de votre intervention. Et je crois que Madame la députée Danielle Obono veut intervenir. Juste rapidement sur 2 points par rapport à ce qui était dit sur le lien entre ce qui se met en place dans les organisations politiques, les partis, et puis le fait de faire appel à l'extérieur. Je pense qu'il y aurait à réfléchir sur... je pense que c'est bien qu'il y ait des structures internes. En même temps, en termes de médiation, d'expérience, même quand ce ne sont pas des personnes qui sont élues, etc., qui connaissent les personnes, c'est toujours super délicat, en fait, parce qu'on se retrouve avec des militants qui se retrouvent à devoir juger d'autres militants, et c'est un rapport où moi, je trouve que c'est vraiment pas sain. Et du coup, moi, je me dis... il faut effectivement pouvoir conseiller pour aller vers le porter plainte, mais il faut aussi, à mon avis, avoir une assistante juridique, c'est-à-dire faire connaître et savoir dans l'organisation qu'il y a effectivement des structures internes d'appel, extra de médiation, mais il y a aussi des forces, des structures indépendantes autonomes qui sont pas directement la justice, qui sont pas etc., mais qui vont conseiller et qui n'ont rien à voir avec l'organisation. Et je pense que avoir cet entre-deux-là, je sais pas si la copine du PC, ce qu'ils ont discuté, des MJC, ce qu'ils ont discuté ça, mais pour moi d'expérience, le fait qu'il y ait une structure interne, voilà, c'est toujours des situations absolument abominables. Et moi, du coup, la deuxième, la question, j'aimerais entendre les réponses des intervenants qui étaient parfaites. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Moi, la frustration que j'ai en ce moment, c'est en même temps être inspirée par ce qui se passe notamment aux États-Unis avec ce qu'on a vu sur Time's Up, et ce qui a été dit là, c'est que ici, enfin, c'est juste hallucinant, quoi. On se sent très paralysé. On a le 8 mars, on a voilà ce moment-là qui peut jouer un truc d'accroche. Il y a des initiatives, il y a eu les tribunes de militantes associatives, etc. Mais c'est vrai que politiquement, voilà, il y a quelque chose qui manque, et j'espère, alors moi je pourrais pas rester toute la journée, c'est peut-être pas maintenant qu'on aura toutes les réponses, mais avoir une perspective politique et où on peut s'engager politiquement pour réagir et pour qu'il y ait quelque chose face un peu on sent le backlash là sur les questions délation, les questions etc., présomption d'innocence, et il y a besoin de donner une perspective de lutte, de construction, quoi. Et on me demande de céder la place au prochain débat, et Esther voulait conclure cette table ronde. D'abord, bien sûr, je voudrais remercier toutes ces personnes qui sont intervenues, parce que là, on va plus en profondeur des choses et on essaye d'expliquer et de comprendre. Mais moi, j'aurais quelques remarques à faire. D'abord, Vanessa, je vous répondrai comme historienne. Je vous dirais que la rumeur doit toujours être traitée. Elle est dangereuse, la rumeur. D'accord ? Alors que ça concerne les violences sexuelles ou autre chose, l'histoire nous a démontré que les rumeurs, parfois, c'était que des rumeurs et qui ont causé d'énormes dégâts. Alors ne nous attribuons pas la fonction de tribunal, laissons à la présomption d'innocence régner un petit moment, parce que les choses peuvent se retourner aussi, hélas, contre les personnes qui accusent. Bien sûr, il n'y a pas de rumeurs. On peut dire aussi, prendre, n'est-ce pas, toutes les expressions populaires et dire, il n'y a pas fumée sans feu. D'accord. Mais là, je crois qu'il faut être prudent. Voilà. Deuxième chose, vous ne parlez jamais des femmes. En politique, parfois, nous les femmes,
et nous sommes complices. Voilà. Il y a cette complicité, moi je vois dans les commissions ou ailleurs des femmes qui font des grands sourires au président pour avoir encore quelque chose, pour avoir droit à poser des questions. Il y a une vraie, chez certaines femmes, il y a elles collaborent. Voilà. Alors il faut parler de ça sans tabou aussi, hein, et on n'en parle pas assez. Même dans les interviews qu'elle donne, nombre de politiciennes ne parlent pas de ce qu'elles subissent dans les partis. Et j'ajouterais quelque chose, deux choses. Par exemple, vous avez parlé du déontologue de l'Assemblée. Les déontologues, ni de l'Assemblée, ni d'ici, n'ont pas voulu venir. Les déontologues devraient être des personnes qui s'expriment aussi en dehors de la sphère du cadre qui leur est assigné par les politiciens. Ils n'ont pas voulu venir et j'ai trouvé cela assez peu intéressant parce que s'ils sont déontologues, ils peuvent parler quand même. Ils ne sont pas soumis à une telle pression de la part de leur institution. Peut-être que c'est vrai aussi, qu'il y a une pression, sans doute. Oui, mais on a eu toutes les réponses, on peut vous les montrer. Et en dernier lieu, je dirais que les partis pourraient avoir des déontologues à l'intérieur. Mais je ne comprends pas pourquoi on peut pas, on donne plein de fonctions, commission transnationale, commission femmes, commission... Il peut y avoir un déontologue à qui on va et on explique son cas. Et cette personne indépendante peut agir. Enfin, c'est déjà un premier pas qui pourrait être fait afin de ne pas mettre les uns contre les autres. Et Vanessa, vous avez fait un peu le procès de LV, vous avez raison, hein, je suis libérale, il n'y a aucun problème, mais ne devenons pas un tribunal, parce que tous les partis partagent les mêmes problèmes et les mêmes failles dans leur système. Pardon d'avoir abusé. Vous vouliez répondre d'ailleurs moi, je veux bien aussi, Esther, puisque en l'occurrence... Non, très court. Non, mais c'est très court. C'est pas du tout la question de faire un tribunal. Il y a aucun... juste pour être très clair, hein, je fais un tribunal de rien du tout, au contraire. Et je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je suis ravie que ce soit souligné qu'il y a des femmes qui sont complices, ne serait-ce qu'à leur corps défendant, quand elles sont obligées de se mettre dans des corps d'hommes ou des postures d'hommes pour jouer leur part de la carrière dans le champ politique, mais loin de moi la question de tribunaliser ou juridiciser quoi que ce soit. Après, au bout d'un moment, il faut aussi prévenir quand on a des témoignages qui sont recoupés et qu'on sait un petit peu comment fonctionnent les solidarités, il vaut mieux prévenir. Hein. Si on avait pu prévenir pour Denis Baupin en 2004 et si on n'avait pas dit c'est des rumeurs, il y aurait eu moins de victimes. Mais surtout, juste une chose, c'est quand même important de rappeler que l'accès au pouvoir, qui est quand même la base de l'engagement politique dans ces partis, n'est pas un droit. Et qu'en fait, militer n'est pas un droit non plus. Et que oui, il y a des partis qui s'organisent, il y a des organisations de jeunesse qui s'organisent, des syndicats qui essayent de s'organiser, qui vont également chercher l'expertise des associations féministes, et OLF en l'occurrence est dans cette démarche actuellement avec beaucoup d'organisations, parce que c'est pas seulement juridique, c'est politique, c'est pas seulement éthique, c'est politique, c'est pas seulement une question d'un déontologue ou d'une déontologue indépendant ou indépendant, c'est politique. Et il faut quand même se rappeler ce mépris profond, à la fois pour les femmes et leur engagement en politique, parce que si on agissait vis-à-vis de camarades, d'amis, de collègues de parti qui avaient braqué à main armée une supérette, la question ne se poserait même pas. Par contre, lorsqu'on donne un témoignage de femme agressée ou harcelée, on doit poser la question. Par contre, quand on parle d'une femme harcelée, violée, agressée, on doit poser la question du respect de la parole, de la présomption d'innocence, etc. Les questions que vous ne vous poseriez pas dans votre cercle d'amis pour un braquage à main armée, pourquoi vous les posez quand on parle de l'atteinte au corps, à la dignité d'une femme? Et c'est y compris pour ça que c'est profondément politique et qu'on ne parle pas, par exemple, et ça c'est une expertise qui doit être apportée dans les partis, on ne parle pas d'auteur concernant des agresseurs à OLF. Parce qu'un auteur, c'est quelque chose qui crée quelque chose. C'est une création d'être auteur ou autrice. En l'occurrence, un agresseur ne fait rien d'autre que détruire. Et pourquoi on laisserait à ces gens-là le bénéfice du doute et le bénéfice de rester dans des organisations avec le risque de la récidive qui est beaucoup trop peu abordé?
un mot en supplément pour dire que les déontologues, oui, mais moi je veux pas que ça reste des affaires qui soient gérées en interne et qu'on s'arrange, qu'on fasse une sorte de médiation, parce qu'il n'y a pas de médiation. En fait, il y a un délit et il y a un crime, quoi. Et ça, il faut bien entendre ce truc-là. On n'est pas vraiment, parce que moi je l'ai entendu souvent, mais pourquoi il n'y a pas une médiation? Mais on s'en fout de la médiation. Enfin, c'est pas le sujet, quoi. Et l'autre chose, c'est que sur le dispositif qui a été mis en place à EELV, il y a un dispositif interne, mais il y a aussi des partenariats avec le CFCV et la VFT, et il y a un engagement de soutien financier aux victimes qui parlent pour que justement on puisse les accompagner. Simplement, pour moi, en interne, c'est quand même important pour que officiellement les référents qui sont au courant d'une situation soient obligés de prévenir la direction et que la direction soit obligée d'accuser réception de ce signalement, parce que sinon ça reste dans les nimbes du témoignage.